Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout. Que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Un surfeur est attaqué par un grand requin blanc. Étonnamment, il survit grâce à l'intervention de dauphins. Ont-ils volontairement risqué leur vie pour sauver un humain? La mort a-t-elle une odeur? Partout en Amérique, des animaux domestiques se font porteurs d'un funeste présage grâce à leur capacité à sentir la mort. Serions-nous capables de voyager vers le passé ou le futur? Des témoins affirment avoir vu une femme se matérialiser sous leurs yeux. Aurait-elle voyagé dans le temps? Un adolescent réalise l'impossible en soulevant une voiture pour sauver son oncle. Les humains ont-ils une force cachée en réserve? La logique de la science et la persévérance des chercheurs nous permettront-elles de percer ces mystères? Ou bien sommes-nous condamnés à nous poser la question, est-ce bizarre ou pas? En Californie, une femme mystérieuse semble être apparue de nulle part. Vient-elle d'une autre époque? Il est possible de créer un passage vers un autre univers. On a toujours su qu'il était possible de revenir en arrière. Pendant ce temps, en Suisse, des chercheurs réalisent une expérience ambitieuse qui relève plus de la science-fiction que de la science pure. Le grand collisionneur d'hadrons peut changer le cours de la science moderne. Et qui pourrait dévoiler les secrets du voyage dans le temps. Alors, bizarre ou pas? Le 15 juillet 2006, le célèbre auteur de science-fiction Whitley Strieber va au théâtre, accompagné de sa femme Anne et l'ami de celle-ci, Starfire Thor. Le trio ne s'attend pas à vivre ce soir-là une expérience digne des livres du célèbre auteur. Plus rien ne me semble impossible. Je n'en ai jamais vraiment parlé. Après le repas, Anne et son ami vont aux toilettes qu'elle croit vides. C'était une petite pièce de 10 mètres carrés environ. Et il n'y avait personne à part Anne et moi. J'attendais dans l'escalier. Personne n'est entré après elle. Et je n'ai pas quitté la porte des yeux. Anne est sortie des toilettes avant moi et m'a attendue à l'extérieur. Je suis allée attendre Starfire à l'extérieur, près de la porte. Au moment où j'allais la rejoindre, une femme s'est littéralement matérialisée devant moi. Elle n'avait pas l'air de savoir où elle se trouvait et elle semblait confuse. Puis elle est partie. J'attendais dehors quand, tout à coup, une femme est sortie. Je suis sortie et Anne s'est précipitée vers moi. Elle était très excitée et s'est écriée « Une femme est sortie mais elle n'est pas entrée. Elle est sortie mais elle n'est pas entrée. » C'était stupéfiant, car on savait que personne n'était entré dans la pièce quand on s'y trouvait. Je n'ai vu personne entrer dans ces toilettes. Qui peut bien être cette mystérieuse femme? Et comment a-t-elle pu sortir de nulle part? Pour nos trois témoins, il ne s'agissait pas d'un fantôme. Leur théorie est encore plus étrange. Quelque chose a modifié la ligne du temps. Comme si quelqu'un avait fait une erreur au montage. Ce qui a failli provoquer une collision. Si cette femme était réelle, comment a-t-elle pu entrer dans la pièce sans se faire voir? Le voyage dans le temps serait-il possible? Un tunnel souterrain de 27 km, situé aux frontières de la France et de la Suisse, pourrait fournir la réponse à cette question. C'est le grand collisionneur d'hadrons, un accélérateur de particules conçu pour recréer les conditions qui existaient quelques fractions de secondes après le Big Bang. Ici, des milliers de grands cerveaux tentent de faire la lumière sur certaines questions fondamentales de l'univers, encore sans réponse. La structure profonde de l'espace et du temps. Le croisement entre la mécanique quantique et la relativité. Les réponses à ces questions pourraient aboutir à la création d'une machine à voyager dans le temps. C'était le rêve d'Einstein.
Et peut-être que le grand collisionneur nous permettra un jour de répondre à ces questions cosmiques. Que s'est-il produit avant le Big Bang? Est-il possible de passer dans un trou noir? Le temps est-il malléable? Pouvons-nous vraiment manipuler le temps? Pour le savoir, il faut d'abord examiner le temps en soi. Certains physiciens l'ont comparé à un cours d'eau qui s'écoulerait dans une seule direction. Imaginez que vous êtes sur une rivière. L'endroit où vous vous trouvez est le moment présent et le courant en amont est le futur. Le futur vient vers vous dans un flot continu. Il est inévitable. Dans un instant, l'eau qui était en amont sera ici et tout ce qui se trouve en aval représentera le passé, avec tous les événements qui en font partie. C'est aussi simple que ça. Il y a le futur, le présent et le passé. Serait-il possible de défier le fil du temps pour aller vers le futur ou de remonter le temps vers le passé? On a toujours su que pour revenir dans le temps, il suffisait de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Albert Einstein a calculé que la lumière se déplaçait à la vitesse constante de près de 300 000 km par seconde. Autrement dit, elle passe du Soleil à la Terre en seulement 8 minutes. En se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière, nous pourrions, en théorie, voyager dans le temps, car celui-ci serait déformé. La théorie de la relativité d'Einstein montre qu'il est impossible de concevoir une navette spatiale plus rapide que la vitesse de la lumière. On s'en rapproche de plus en plus, mais on ne l'atteindra jamais. Mais en s'appuyant sur les travaux d'Einstein, les physiciens quantiques modernes ont découvert que si l'on ne peut rivaliser avec la vitesse de la lumière, il existe un moyen de tricher. En courbant le tissu de l'espace-temps pour établir le contact entre deux points, un voyageur dans le temps pourrait créer un raccourci. Ce tunnel théorique à travers l'espace-temps est connu sous le nom de trou de verre. C'est comme Alice au pays des merveilles. Elle passe sa main dans le miroir et se retrouve de l'autre côté. C'est ça un trou de verre. Mais comment manipuler la structure même du temps et de l'espace? Si on disposait de matière ou d'énergie négative, on pourrait créer un passage vers un autre point dans l'espace ou le temps. Dans Star Trek, la science-fiction utilisait les cristaux de dilithium. On croit aussi que certaines substances chimiques exotiques permettraient d'ouvrir ces passages. Mais pour nous, physiciens, c'est une question de matière ou d'énergie négative. On peut créer de l'énergie négative en laboratoire, on l'a déjà fait en quantité microscopique. Mais on n'a jamais vu de matière négative. Si on trouvait une météorite de matière négative dans l'espace, peut-être alors pourrions-nous ouvrir un passage vers un univers parallèle. Mais les technologies actuelles ne permettent pas encore de percer un trou vers une autre dimension de l'univers. On parle ici de créer l'énergie d'un trou noir ou d'une étoile pour courber la ligne du temps comme un bretzel. Peut-on voyager dans le temps? Les physiciens pensent qu'il est possible, voire relativement facile, de voyager vers le futur. Comment appliquer la théorie de la relativité au voyage dans le futur? Ça n'a rien de compliqué, sauf bien sûr d'un point de vue technique, car il faudrait une navette spatiale extrêmement rapide. Mais si on en avait une sous la main, on pourrait faire un très long voyage, puis revenir ensuite. Étonnamment, voyager dans le temps serait possible car il se comporte différemment quand on se déplace à grande vitesse. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Si vous voyagez assez rapidement, l'heure de votre montre différera de celle de la maison. Le même phénomène se produit quand on passe dans un fort champ gravitationnel, par exemple près d'un trou noir. Cet exploit a déjà été réalisé. Le cosmonaute russe Sergueï Krikaliov a passé plus de temps dans l'espace que tout autre être humain. De 1988 à 2005, il est resté 803 jours en orbite autour de la Terre à grande vitesse. Par moment, ce cosmonaute voyageait à plus de 27 000 km/h. Rien de comparable à la vitesse de la lumière, mais assez pour être en avance sur son temps. La différence est minime, à peine 1/50e de seconde. Mais s'il avait eu un jumeau resté sur Terre pendant ce temps, il aurait été légèrement plus jeune que son frère.
Selon cette théorie, il serait donc possible de se propulser des milliers d'années dans le futur. Imaginez que vous parcourez toute notre galaxie, la Voie lactée. Ça représente une distance énorme d'environ 150 000 années-lumière. C'est très long. Vous commencez à accélérer à la force d'un G, soit la force normale de la gravité. Puis vous subissez une légère accélération, assez longtemps pour que votre vitesse augmente considérablement. À mi-chemin, vous commencez à ralentir. Et après de nombreuses années, vous revenez au point de départ. Voilà le hic. Quelqu'un qui serait resté sur place en vous attendant devra attendre 150 000 ans pour vous revoir. Alors que de votre point de vue, à bord de la navette, il ne se sera écoulé que 23 ans. S'il est encore impossible de mettre cette théorie en pratique, le grand collisionneur d'hadrons pourrait bientôt transformer la science-fiction en réalité. Pas forcément sous la forme d'une machine à voyager dans le temps, comme le prétendent certains adeptes de la théorie du complot, mais en constituant un premier pas vers la création d'un trou de verre. Selon certaines théories, il serait possible de reproduire un mini trou noir dans le grand collisionneur d'hadrons. La mystérieuse apparition de Los Angeles serait-elle une voyageuse dans le temps? Seul l'avenir nous le dira. Si un jour, quelqu'un affirme être votre arrière petite-fille, ne lui claquez pas la porte au nez. Bizarre ou pas. La baie de Monterey, en Californie. Un surfeur vit une expérience si horrible qu'on pourrait la qualifier de cauchemar éveillé. Une attaque de requin. C'est un truc auquel j'aurais bien aimé ne jamais assister. Mais alors qu'il se sent condamné, il est sauvé par des dauphins. Cet animal peut-il réellement risquer sa vie pour un être humain? Le 28 août 2007, les surfeurs Todd Hendris et Zane Hawley décident d'aller surfer quelques vagues. C'était une journée magnifique. Les conditions étaient vraiment idéales. On s'est mis à l'eau, Todd et moi. On se marrait bien. On était dans l'eau depuis 3 quarts d'heure. Soudain, sorti de nulle part, un grand requin blanc de 4,50 m attaque Todd et le transperce de ses dents acérées. J'ai entendu un cri épouvantable. Et j'ai vu le sang gicler dans tous les sens. Il m'a saisi dans sa bouche et s'est mis à me secouer dans tous les sens. J'avais littéralement le corps scié en deux. Mon genou droit était replié vers l'arrière, coincé dans sa bouche. Je me vidais littéralement de mon sang. J'étais complètement affolé et mort de peur. Mais alors, un miracle se produit. Un banc de grands dauphins qui passait par là intervient et attaque le requin. Les dauphins étaient frénétiques et ils se sont mis à donner des coups de nez au requin pour le chasser. Ils donnaient des coups de queue sur l'eau pour éviter que le requin ne relance une attaque fatale. Les dauphins parviennent à éloigner le requin, mais Todd est gravement blessé. Puis, comme une apparition divine, une vague parfaite s'est brisée exactement là où je me trouvais. Je ne sais pas par quel miracle j'ai trouvé l'énergie ou l'adrénaline nécessaire, mais j'ai réussi à prendre cette vague. Quelques secondes plus tard, j'étais étendu sur le sable et tout autour de moi, c'était couvert de sang. On a essayé de le rassurer en lui disant que tout allait bien se passer, mais au fond de moi, j'y croyais pas vraiment.
Je pensais pas qu'il s'en sortirait. Todd est transporté d'urgence à l'hôpital. Il faudra 500 points de suture et 200 agrafes pour refermer ses plaies. Étonnamment, il survit. Mon heure n'était pas venue. Une personne ou une puissance supérieure veillait sur moi. C'est elle qui a placé ses dauphins au bon endroit et au bon moment pour me sauver. Un surfeur a été sauvé d'une mort certaine par des dauphins. Mais ces joyeux mammifères ont-ils vraiment risqué leur vie pour le protéger? Depuis l'Antiquité, les dauphins sont considérés comme les gardiens de la mer. L'histoire montre qu'ils ont déjà sauvé des humains de la noyade et guidé des bateaux égarés vers la terre ferme. Aujourd'hui, certains chercheurs estiment que le dauphin est la deuxième créature la plus intelligente au monde et qu'on peut le qualifier de personne non humaine. Mais ces remarquables animaux ont-ils vraiment sauvé Todd intentionnellement? Diana Riss étudie les dauphins depuis près de 30 ans. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi risquer leur vie au contact d'un requin? Et surtout risquer leur vie pour sauver quelqu'un? Une personne qui n'est ni un parent, ni un des leurs. Alors pourquoi? Les recherches de Diana montrent que les dauphins sont très intelligents et qu'ils possèdent même certaines qualités humaines. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont venus au secours de Todd. On voit ici que les dauphins ont la capacité de se reconnaître dans un miroir. Une capacité que l'on retrouve uniquement chez quelques espèces du monde animal, comme les éléphants, les chimpanzés et les pies. L'expérience de Diana Riss avait pour but de vérifier si les dauphins en sont eux aussi dotés. Chez les humains, cette capacité se développe entre 18 et 24 mois, lorsque l'enfant commence à montrer des signes d'empathie. Après avoir été marqué sur la tête par un feutre non toxique, le dauphin se dirige tout de suite vers le miroir qui se trouve à cet endroit. On voit qu'il cherche alors à voir cette marque sur sa tête. C'est un comportement très inhabituel pour un dauphin. Il regarde la marque. Puis il sait qu'il doit reculer afin de voir son corps en entier. Maintenant, il se regarde et tourne sur lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à faire. C'est venu de lui-même. Il se regarde et il tourne. Puis il recommence. Cet animal a bien compris qu'il s'agit de son propre reflet. Ainsi, cette capacité des dauphins à se reconnaître pourrait indiquer qu'ils ont une conscience de soi, comme les humains. Ils pourraient donc ressentir toute une gamme d'émotions humaines, y compris l'empathie. Je crois qu'ils sont capables d'éprouver de l'empathie, qu'ils peuvent ressentir la détresse des autres et qu'il s'agit d'un comportement intentionnel. Est-ce vraiment ce désir d'aider l'autre qui a poussé les dauphins à venir au secours de Todd ce jour-là? Thomas A. Jefferson est chercheur au centre scientifique Southwest Fisheries à San Diego. Selon lui, les dauphins sont loin d'être aussi adorables qu'on pourrait le croire. Le geste des sauveurs de Todd aurait-il pu être déclenché par des pulsions beaucoup moins louables? L'image adorable que l'on se fait des dauphins est loin de refléter la réalité. De nombreux cas de blessures, voire de décès attribués à des dauphins ont déjà été signalés. En 1994, à Sao Paulo, au Brésil, un grand dauphin a tué un homme en état d'ébriété qui tentait de lui enfoncer un bâton dans les vents. Thomas Jefferson a lui-même filmé un autre événement troublant. Un banc de dauphins tuant un marsouin sans raison apparente. En effectuant des recherches sur les grands dauphins de Monterey Bay, on en a aperçu un petit groupe qui se comportait bizarrement. 3 dauphins se sont détachés d'un troupeau d'une douzaine d'individus. Ces 3 dauphins ont cerné un marsouin et ils l'ont maintenu sous l'eau pour l'empêcher de fuir. Ils ont finalement attaqué leur victime avec une telle violence qu'elle ne s'en est pas sortie vivante.
Thomas Jefferson pense qu'il s'agissait de jeunes mâles frustrés sexuellement. Voyant leurs avances refusées par les femelles du banc, il se serait alors défoulé sur ce pauvre marsouin. Cet acte de violence serait-il à l'origine de l'attaque contre le grand blanc qui a agressé Todd? Le surfeur Todd Hendries est attaqué par un grand requin blanc. Mais alors que sa fin est proche, il est sauvé par un banc de grands dauphins. Todd est persuadé qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la sienne, par pure empathie. Mais est-ce vraiment le cas? Daniela Maldini est la fondatrice d'Okeanis, un groupe de recherche sur les dauphins. Le jour où Todd a été attaqué, elle naviguait dans le secteur. Elle croit avoir une explication plus logique. Le 28 août 2007, on naviguait dans la baie à la recherche de dauphins, dans le cadre de nos activités routinières, qui consistent à prendre des photos et à évaluer la situation en un jour donné. Plusieurs petits ont été observés au sein du banc ce jour-là. Daniela pense que c'est pour les protéger que les dauphins ont attaqué le grand requin blanc. Le requin représentait un danger pour les petits. C'est un prédateur naturel des dauphins. À mon avis, ils auraient réagi exactement de la même façon si Todd n'avait pas été là. Mais pour Todd, il est clair que les dauphins l'ont sauvé par compassion. Les dauphins ont dévié de leur trajectoire pour me protéger. J'en suis persuadé. Ils ont formé une barrière entre le requin et moi. Je suis sûr que c'était un acte volontaire. Que les dauphins aient sauvé Todd par empathie ou qu'ils aient simplement écouté leur instinct animal, cette histoire extraordinaire demeure un mystère complet. Alors, bizarre ou pas? Les légendes d'antan associent souvent les chats à la magie noire. Au Moyen-Âge, on les soupçonnait même de répandre la peste. Les chiens seraient quant à eux annonciateurs de la mort. Mais s'agit-il d'une simple superstition? Nos animaux de compagnie possèdent-ils de tels pouvoirs? Chiens et chats peuvent-ils sentir la mort qui rôde? Canton, en Ohio. Au centre de soins palliatifs The Pines surviennent des événements qui dépassent l'entendement. Scamp, le chien du centre, aurait semble-t-il des pouvoirs surnaturels. Un sixième sens que l'aumônière Bess Nierman a vu à l'œuvre. Je rendais visite à un patient en phase terminale. Scamp est alors venu vers moi et s'est mis à japper, ce qu'il ne faisait jamais. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a tout de suite conduite à la chambre de ce patient. J'étais interloquée. L'infirmière en chef, Adeline Baker, est tout aussi étonnée de constater que Scamp semble avoir le don de pressentir la mort. Je l'ai trouvé au pied du lit d'une dame qui allait mourir, comme s'il voulait veiller sur elle. Cette situation s'est répétée à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il se passait quelque chose d'étrange. Providence, dans le Rhode Island. Au centre de soins Steerhouse, le chat Oscar semble avoir, lui aussi, le mystérieux pouvoir de prédire les derniers moments des pensionnaires. On a entendu dire qu'il allait au chevet des patients mourants. Au début, on était très sceptiques. Mais au bout d'un moment, on a commencé à croire que sa présence auprès d'un malade pouvait signifier qu'il allait mourir. Tout comme pour le chien Scamp, l'étrange présence d'Oscar n'est pas une simple coïncidence. Oscar ne se trompe presque jamais. Pendant 1 an ou 2, il a prédit la mort de tous les patients décédés dans cette unité. Scamp a senti la faim au moins une 40aine de fois. Au début, je comptais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Nos pensionnaires ne réalisent pas que ce chat est capable de prédire la mort.
Alors ils n'ont pas peur. Les familles des patients acceptent totalement Oscar et l'invitent même à venir dans la chambre. Les résidents et leurs familles l'adorent. Ils le trouvent très rassurant. Au XXIe siècle, comment expliquer ce qui semble relever de la magie médiévale? Les chats et les chiens auraient-ils un sixième sens mystique? Une sorte de super-pouvoir? Ou bien s'agit-il d'un phénomène scientifiquement explicable? Alexandra Horowitz est une spécialiste du comportement animalier. Quand on se réveille, on observe le monde. Le chien, lui, sent le monde. C'est parce que les chiens ont environ 220 millions de récepteurs olfactifs dans le museau, soit 40 fois plus que l'être humain. Prenez par exemple une rose. Pour moi, ce n'est qu'une fleur. Mais pour un chien, elle représente aussi tous ceux qui l'ont manipulée et qui ont laissé leur empreinte olfactive dessus. Les odeurs traversent le temps. Elles indiquent qui est passé par où et quand. Plus les odeurs sont fortes, plus elles sont récentes. Une feuille qui se détache émet des odeurs, comme celle des insectes qui s'y sont posés et qui ont apporté d'autres odeurs avec eux. La sensibilité accrue des chiens leur permettrait-elle de sentir les processus internes du corps humain? Selon des recherches médicales avancées, il semble que oui. Des chercheurs californiens ont entraîné des chiens à reconnaître l'haleine de patients atteints d'un cancer du sein ou du poumon. Mais ce ne sont pas là les seules odeurs émises par l'être humain. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir ou que son corps se détériore, certaines odeurs se dégagent. Ça peut être à cause de la variation de concentration de l'acide et des fluides, ou des cellules qui meurent, ou encore d'une bactérie qui envahit l'organisme. Certaines odeurs précises pourraient donc être associées à la mort imminente, voire au décès en soi. Mais elles sont impossibles à détecter pour nous. Outre un odorat très développé, les chiens, les chats et d'autres mammifères disposent d'un autre atout. Un minuscule organe connu sous le nom d'organe voméronasal. Cet organe, absent chez l'homme, est extrêmement sensible aux phéromones, les messages chimiques que s'envoient les animaux entre eux. Il est tout à fait possible qu'en mourant, le corps dégage des hormones, comme le cortisol, l'hormone du stress, ou encore l'adrénaline, afin de lutter contre la mort. Et le chien arriverait à les détecter grâce à l'organe voméronasal. On peut imaginer que c'est ce que perçoit Oscar, une phéromone ou une substance chimique qui se dégage des patients sur le point de nous quitter. Cette étonnante faculté de détecter les odeurs suffit-elle à expliquer comment le chat Oscar et le chien Scamp peuvent pressentir la mort d'une personne? La réponse se trouve peut-être ailleurs. Pouvons-nous communiquer psychiquement avec les animaux? Toronto, au Canada. Un chien nommé Boston a été dressé pour réagir aux crises d'épilepsie de son maître, Andy Brooks. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Il semble que Boston ait développé la capacité de sentir les crises 5 à 10 minutes avant qu'elles ne se produisent. Boston essayait de me prévenir en gémissant et en aboyant. Je ne comprenais pas ce qui lui prenait. On aurait dit qu'il perdait la tête. Mais chaque fois que les neurologues contrôlent l'activité cérébrale d'Andy à l'approche d'une crise, ils confirment le diagnostic de Boston. Le docteur m'a examiné et il a conclu que mon chien est parfaitement fiable. Alors depuis, on ne se quitte plus d'une semelle. J'ai encore des crises, mais il les détecte avant qu'elles surviennent. De nombreux scientifiques écartent l'idée qu'un chien puisse sentir un changement, aussi subtil soit-il, dans les impulsions électriques du cerveau humain. Alors comment expliquer l'étrange capacité de Boston? Ian Ashworth est dresseur de chiens et directeur du programme des chiens guides du Canada.
À son avis, les chiens perçoivent bien plus que les odeurs. Certains de nos chiens détectent les crises d'épilepsie sans qu'on les ait entraînés pour le faire, car on ne sait pas clairement ce qu'ils ressentent. À mon avis, ils perçoivent des changements très subtils dans le langage corporel. Les chiens sont d'excellents interprètes du langage non verbal. Et ils perçoivent très bien les changements d'humeur et les intentions. On encourage donc nos clients dont le chien semble détecter les crises à développer cet aspect, au même titre que le reste de l'entraînement. Étonnamment, certains chiens arrivent à prévoir les crises 30, voire 45 minutes avant qu'elles n'arrivent. Et pour quelqu'un qui a reçu son chien en guise de compagnon, c'est un avantage considérable que de se retrouver avec un animal capable de prédire ce type de crise. J'ai tendance à croire que les chiens perçoivent un léger changement de comportement auquel les humains, y compris les épileptiques, ne prêtent aucune attention. On peut s'habituer aux crises qui surviennent chez un malade. La première fois, c'est toujours impressionnant, mais chaque fois que ça se reproduit, on y est un peu plus habitué. On estime que le langage corporel compte pour 60% de la communication chez les humains. Si on a rarement conscience de cette forme de dialogue, les chiens, eux, y sont très sensibles. Un chien pourrait nous révéler une foule de renseignements sur nous-mêmes. Par exemple, quand il nous renifle la jambe, ce n'est pas pour nous une forme de communication. Mais pour le chien, c'est un moyen de recueillir des informations sur nous. Il essaye peut-être de nous faire passer un message. C'est intéressant, car même s'il n'a pas véritablement l'intention de dire quelque chose à propos de notre jambe ou de l'imminence d'une crise d'épilepsie, c'est pourtant ce qu'il fait. Et on y répond. Comment les animaux peuvent-ils prévoir la mort imminente d'un être humain? La logique et la science ne semblent pas en mesure de fournir toutes les clés de cette énigme. La vérité ne serait-elle pas plus obscure? Les légendes évoquent souvent la relation qu'entretiennent les sorcières avec les chats, leurs compagnons spirituels. Laurie Cabot est la sorcière officielle de Salem, au Massachusetts. Pour elle, le funeste don du chat Oscar n'a rien de surprenant. Les chats ont beaucoup en commun avec les humains. Tout comme nous, ils ont tous la faculté de devenir des voyants. Les chats peuvent-ils lire en nous? C'est ce que pense Laurie Cabot, à condition que nos ondes cérébrales soient compatibles. Les ondes cérébrales se divisent en 4 catégories. Delta, Theta, Alpha et Beta. Les ondes Beta sont associées à l'état de vigilance ou de concentration, alors que les ondes Delta sont émises durant le sommeil profond. Les ondes Alpha sont caractéristiques d'un état de détente, à mi-chemin entre la concentration et le sommeil. Selon la sorcière de Salem, c'est dans cet état semi-conscient que nous avons le potentiel de communiquer avec les chats. Je pense que tous les chats ont le même don qu'Oscar. Il recueille des informations sur l'aura et l'énergie des pensionnaires. Ces derniers ont beaucoup de chance d'avoir Oscar pour les accompagner dans le passage vers l'au-delà. Alors, bizarre ou pas? Saint-Louis, Missouri. En 2005, Jim McLean répare le démarreur de sa voiture quand soudain, le cric cède. Je venais de placer le nouveau démarreur. Et alors que je resserrais le dernier écrou, j'ai vu le cric céder du coin de l'œil. Puis la voiture s'est écrasée sur ma poitrine. Coincé sous la voiture, Jim a plusieurs côtes cassées. Mais il y a pire, il étouffe, car ses poumons sont comprimés. Alors j'ai crié « à l'aide !» Mais ça m'a fait encore plus mal. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Et j'ai prié Dieu pour qu'il me vienne en aide.
Jack McLean, le neveu de Jim, alors âgé de 14 ans, entend les cris de son oncle. J'ai entendu crier à l'aide. Mais c'est quand j'ai vu mon oncle coincé sous la voiture que j'ai vraiment paniqué. Jack sait que son oncle risque de mourir d'un instant à l'autre. Mais il ignore que son corps est sur le point de subir une incroyable transformation sous l'effet du stress. Je ne m'étais jamais senti comme ça auparavant. J'ai eu la nausée, puis j'ai couru vers la voiture et je me suis mis à la soulever. Pas une minute à perdre. Jack tente l'impossible, soulever une voiture de près d'une demi-tonne pour sauver la vie de son oncle. J'ai pas réfléchi au poids de la voiture. Mon oncle étouffait, je devais faire quelque chose. J'ai donc attrapé le pare-choc et j'ai commencé à tirer. J'avais la drôle d'impression de ne pas pouvoir m'arrêter. Je le suppliais littéralement. Je le suppliais. Centimètre par centimètre, Jack remonte la voiture pour libérer son oncle. Je ne me suis pas arrêté. J'ai puisé la force dans tout mon corps, jusqu'aux orteils. Il n'était pas question d'abandonner. Étonnamment, Jack réussit à maintenir la voiture assez longtemps pour permettre à son oncle de se dégager. C'est lui qui m'a sauvé. 10 secondes de plus et les secours m'auraient retrouvé mort. S'il n'avait pas eu la force de soulever cette voiture, je ne serais plus là. C'est l'une des plus belles journées de ma vie. J'ai sauvé mon oncle et j'ai fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Incroyable, mais vrai. Sous le coup de la peur, un adolescent a battu le record du monde de soulevé de terre, soit 426 kilos, pour sauver son oncle. Comment est-ce possible? Jack McLean est-il différent des autres? David Sandler est spécialiste en performance sportive et entraîneur d'athlètes professionnels depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, en quête de réponse, il va mettre le jeune héros à l'épreuve. J'ai rencontré les meilleurs athlètes au monde, mais aucun n'a jamais sauvé de vie. Jack McLean, 14 ans, 50 kilos, un garçon chétif pris de panique, qui soulève une voiture de 1500 kilos avec un bloc moteur de plus d'une demi-tonne. C'est une incroyable démonstration de force. Une démonstration de force dont tout le monde est capable. On estime que les êtres humains n'utilisent au quotidien que 65% de leur force musculaire. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne motricité, de réaliser des tâches de précision et de faire preuve d'une endurance remarquable. Mais qu'en est-il des 35% restants? Selon David Sandler, on peut puiser dans cette force supplémentaire qu'il appelle la force surhumaine à certains moments. La force surhumaine est la capacité à faire appel à tous les muscles de son corps pour réaliser une tâche en situation d'urgence. En sollicitant le moindre de ces muscles, on génère une force insoupçonnée et on réussit à faire l'impossible. Mais comment? Dès qu'il perçoit le danger, notre cerveau envoie un signal d'urgence à notre corps, provoquant une réaction dite de lutte ou de fuite. Les glandes surrénales sécrètent des hormones qui stimulent le métabolisme. Les pupilles se dilatent, le rythme cardiaque s'accélère, la pression sanguine monte en flèche, le foie libère du glucose pour donner de l'énergie, la respiration s'accélère pour augmenter l'apport d'oxygène, tandis que le sang se concentre dans les muscles en vue de fournir un effort surhumain. La peur transforme littéralement notre corps. La peur nous pousse à réunir nos forces, à générer des forces et à lutter. Pour tester cette théorie, David Sandler a conçu une expérience grâce à un logiciel de rétroaction biologique. Le système est relié à un banc de musculation, ce qui permet de recueillir des informations. Jack ne se doute pas que David prévoit de le surprendre en faisant tomber une charge mortelle sur sa poitrine, afin de provoquer une réaction de force surhumaine. De son côté, l'expert en survie Lawrence Gonzalez étudie les chimpanzés afin d'étayer une théorie susceptible d'expliquer cet étrange phénomène. Pour lui, la réaction physiologique générée par les hormones n'est qu'une partie de la réponse.
L'explication tiendrait à la rationalisation des situations extrêmes par le cerveau. Si un de nos proches reste coincé sous une voiture, on se précipitera pour soulever la voiture, sans même s'arrêter pour y réfléchir. C'est là la clé. Si on prend le temps d'y penser, on ne sera pas aussi fort. Réfléchir fait appel à une zone du cerveau appelée néocortex. C'est l'enveloppe extérieure ou couche externe du cerveau qui joue un rôle clé dans l'état de conscience, le langage, la raison et la logique. Des caractéristiques importantes qui font de nous des êtres humains. Mais selon Lawrence Gonzalez, le néocortex agit également comme un régulateur de vitesse. Il réfléchit et contrôle nos instincts primaires. En nous empêchant d'optimiser notre potentiel, la réflexion nous rend plus faibles. Selon lui, la force physique des chimpanzés en est la preuve. La mécanique des articulations, la configuration des muscles et leur composition chimique sont les mêmes que chez les humains. Mais les chimpanzés peuvent y faire appel n'importe quand. Un chimpanzé moyen est plus fort et saute plus haut qu'un athlète de haut niveau. D'après Lawrence Gonzalez, c'est notamment parce que le néocortex des chimpanzés est beaucoup moins développé que le nôtre. Comparativement aux humains, leurs instincts émotionnels ne sont pas autant freinés que chez nous. Ils agissent sans réfléchir et peuvent faire appel à leur plein potentiel musculaire à tout moment. Jack McLean aurait-il tout simplement agi par instinct et désobéi aux ordres de son néocortex? J'ai utilisé tout ce que j'avais en moi pour le sauver. Je n'ai pas pensé au poids de la voiture. Je n'avais pas le choix. Alors j'ai pas perdu de temps à me demander si j'en étais capable. Dans le gymnase, David Sandler s'apprête à tester sa théorie sur la force surhumaine, une réaction biologique déclenchée par la peur et qui serait à l'origine de l'acte héroïque de Jack. Tu vois toutes les données, Jen? Jack soulève des poids afin de permettre à David de recueillir des données sur le fonctionnement de ses muscles en conditions normales. En fait, David s'apprête à provoquer un petit accident contrôlé pour déclencher une réaction de peur chez Jack. Allons-y. Oh! Jack a l'air très calme. Mais l'incident a-t-il engendré une réaction de force surhumaine de la part de ses muscles? Tout va bien? Tu es sûr? Oui. Quand la barre est tombée, je l'ai arrêtée pour pas qu'elle me tombe dessus. Après, mon cœur a battu la chamade. J'ai eu un peu peur au début. Les statistiques vont-elles confirmer ce sentiment? Il est passé instantanément de 70 à 150 battements la minute. Ta respiration a accéléré considérablement. Elle est passée à 27 par minute, presque immédiatement. Alors encore ici, l'écart est énorme. L'adrénaline, le rythme cardiaque et la respiration, tout s'accélère. C'est génial. Mais ce qu'il est encore plus, c'est ton activité musculaire. Ici, tu suivais le mouvement de la barre, tu vois? On voit que tes muscles se préparent. Voyons maintenant ce qui se passe au moment où la barre tombe. Ouais. C'est sur ce graphique, tu vois? On voit bien que ton activité musculaire est beaucoup plus intense quand tu arrêtes la barre. Au début, tu faisais tranquillement tes tractions, avec le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Mais quand la barre est tombée, tu as paniqué. Et tu as fait tout ce que tu as pu pour l'arrêter. Un événement inattendu peut donc déclencher la peur et provoquer une réaction de force surhumaine. Mais cela explique-t-il vraiment comment un adolescent d'à peine 50 kilos a réussi à soulever une voiture pour libérer son oncle? Alors, bizarre ou pas?